On n'a que 13 minutes de retard, ça va? Ah, ça fait. Alors, donc on va reprendre avec la deuxième session, les wikis, un espace de collaboration pour les institutions, la recherche et les usagers. Et nous accueillons tout d'abord Stéphane De Grosse, Gérard Bruyère, qui travaillent tous les deux au musée des Beaux-Arts de Lyon, comme documentaliste et webmaster, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Et Lucas Lévesque, qui est wikimédien, qui donc nous font le plaisir de venir de Lyon pour nous parler des différentes initiatives qu'ils mènent. On vous écoute. Bonjour à tous. Oui, d'abord, je voudrais remercier en mon nom et puis en celui de Stéphane De Groise et de Lucas Lévesque, Johanna Daniel et l'INHA qui nous avons invités. Donc, je commencerai par vous présenter le plan de notre intervention. Je dirai quelques mots du contexte. À la suite, Stéphane De Groise parlera du partenariat proprement dit. Et puis Lucas Lévesque présentera le groupe des Wikimédiens lyonnais. Alors, par rapport à des expériences pionnières comme celle de la ville de Toulouse, qui s'appuie sur un partenariat institutionnel avec Wikimedia France, l'expérience lyonnaise est née de la rencontre informelle entre des agents du Musée des Beaux-Arts impliqués directement dans la diffusion des connaissances et le groupe local des Wikimédiens. Il en est résulté une collaboration très fructueuse pour les uns et pour les autres, comme l'attestent suffisamment les contenus mis en ligne, articles et images. Donc, je vous présente le contexte, c'est-à-dire en gros le Musée des Beaux-Arts au sein du paysage muséal lyonnais. Comme toute métropole régionale, la ville de Lyon, qui a commémoré ses 2000 ans en 1957, présente une offre de musées couvrant une grande partie du spectre patrimonial. Dans les années 60, un maire bétonneur qui voulait faire mentir la réputation de Lyon comme ville que l'on traverse mais où l'on ne s'arrête pas, avait même commandé une affiche touristique qui vantait la ville aux 10 musées. En fait, il y a même plus de 10 musées. Le paysage muséal lyonnais s'est construit au cours des 2 derniers siècles selon un mouvement d'expansion assez régulier. Grosso modo, on peut distinguer 2 modes de création. Il y a d'une part les musées qui procèdent du musée des Beaux-Arts, filiation rendue nécessaire par l'accroissement des collections et pour répondre à un projet thématique. C'est le cas du musée historique de Lyon, actuellement appelé musée Gadagne, du musée gallo-romain, appelé Lugdunum Musée et Théâtre, et du musée d'art contemporain. D'autre part, il y a les musées créés par des institutions. Ce sont les musées de la Chambre de commerce, repris depuis l'année dernière par la région, le musée hospitalier des Hospices civils de Lyon, enfin les nombreuses collections universitaires. Le paysage muséal lyonnais a ceci de particulier que les musées, jusqu'il y a peu, même s'ils relevaient administrativement d'une même collectivité territoriale ou de l'université, gardaient une autonomie de gestion et de politique culturelle. Ces dernières années, la ville de Lyon a créé 2 pôles, un pôle des musées d'histoire et un pôle des musées d'art. Sylvie Ramon, déjà directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon, a été nommée en 2018 directrice générale du pôle des musées d'art, musée des Beaux-Arts, musée d'art contemporain. Pour les personnes intéressées, je signale que Sylvie Ramon fera une présentation de ce nouveau pôle muséal au centre Dominique Vivant-Denon du musée du Louvre le 24 mai prochain. Alors, je vous présente un peu plus longuement le musée de Lyon, le musée des Beaux-Arts de Lyon. Le musée de Lyon a son origine officielle dans le fameux arrêté consulaire du 14 Fructidor en 11, 1er septembre 1801, qui constitue la charte fondatrice du réseau des musées de France. Un second arrêté pris le 13 avril de l'année suivante ratifiait son installation dans l'abbaye de Saint-Pierre, bâtiment classé depuis monument historique et que le musée occupe encore aujourd'hui. À sa création, le musée ne pouvait guère aligner que la trentaine de tableaux réchappés de la destruction du patrimoine religieux lyonnais pendant la Révolution. Les envois d'œuvres par le gouvernement en application de l'arrêté fondateur de 1801 enrichirent bientôt le musée de près de 100 tableaux puisés dans les réserves du Louvre, parmi lesquels d'authentiques chefs-d'œuvre des écoles italiennes, nordiques, espagnoles et françaises. Les tableaux provenant des saisies révolutionnaires ou des conquêtes artistiques effectuées par les armées françaises en Italie et dans l'Europe du Nord. Seuls 8 tableaux, 8 d'entre eux furent restitués après le second retour des Bourbons.
La nomination de François Artaud en 1806 à la place de directeur et d'antiquaire de la ville, aujourd'hui nous dirions archéologue, fut déterminante pour le contenu des collections. Autour des épaves de l'ancien cabinet d'antiquité de l'hôtel de ville, il rassembla les découvertes archéologiques locales qui comptent 2 pièces majeures, la mosaïque des Jeux du Cirque et la table claudienne, l'une et l'autre conservées aujourd'hui au musée Garle-Romain. De minces crédits occasionnels lui permirent d'acheter 2 collections dispersées à Lyon, celle du Nîmois Tempier, dans laquelle figurait la célèbre choré athénienne, et celle du marquis de Migieux, l'un des premiers collectionneurs d'antiquités nationales. Grâce à cette dernière acquisition, évaluée à 1100 pièces, était fondée la section des objets d'art du musée. Durant les toutes premières années de son existence, le musée voit donc s'esquisser les lignes de force de ses collections, l'encyclopédisme et la mise en valeur des richesses historiques et artistiques locales. C'est ainsi qu'à partir de 1818, la ville créa un fonds d'encouragement pour les peintres issus de l'école des beaux-arts, la fameuse école de Lyon, qui s'était fait connaître dès le salon de 1817. Ce petit musée du Luxembourg local préfigurait un circuit de visite consacré aux seuls artistes lyonnais, circuit qui a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle. Le musée des beaux-arts de Lyon est le seul établissement de province dont la rénovation conduite de 1990 à 1998 a été réalisée dans le cadre des grands travaux de l'État de l'ère mitterrandienne. Je vous présente la bibliothèque et le centre de documentation rapidement. Parmi les services qu'offre le musée des Beaux-Arts de Lyon, nous devons dire un mot de l'entité que forment la bibliothèque et le centre de documentation. La bibliothèque, en tant que service interne au musée, n'appartient pas au réseau de la lecture publique lyonnais. Conçue à l'origine comme un équipement destiné au personnel de la conservation en vue de l'étude scientifique des collections et la préparation des expositions, cette bibliothèque est ouverte aujourd'hui à tous les publics à raison de 3 après-midi par semaine et le reste du temps sur rendez-vous. Il s'agit là probablement du principal fonds documentaire sur l'histoire de l'art à Lyon et dans la région. De même, il a semblé juste de mettre à disposition du public les dossiers élaborés par le centre de documentation du musée, d'où notre participation d'ailleurs aux éditatons. Le centre de documentation a été conçu en 1986 à l'arrivée de Philippe Duret comme directeur du musée, sur le modèle du service d'études et de documentation du département des peintures du Louvre, du musée du Louvre. À côté de la section des dossiers d'œuvres, meubles à dossiers suspendus, il a été créé une documentation générale, mais limitée, à la différence du Louvre, aux seuls artistes ayant étudié ou œuvré à Lyon et dans la région. Depuis quelques années, le musée a entrepris une politique de collecte de fonds d'archives en rapport avec ses collections. Le dernier fonds entré, et toujours en attente de traitement, est le fonds du sculpteur Étienne Martin. Voilà, j'en ai terminé pour le contexte et je cède la parole à Stéphane Degroise. Moins de 10 minutes, tu as fait pas mal. Oui, parce que l'intérêt de participer à plusieurs, c'est que ça fait la richesse de l'intervention. L'inconvénient, c'est qu'on n'a que 10 minutes chacun. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je me nomme Stéphane Degroise, je suis webmestre et chargé du site internet, des réseaux sociaux, des nouveaux médias. Donc je suis avant tout un communicant. D'où la question, certaines fois, de la légitimité d'un porteur de projet quand on met en place des éditatons. Voilà. Si vous allez sur Google, là, aujourd'hui, que vous tapez Monomane de l'envie de Géricault, là, je suis étudiant, ou je suis un élève et je dois faire un exposé, on s'aperçoit que le site internet a été consulté 1400 fois sur la période 1er janvier 20 septembre 2016, mais j'ai fait hier l'essai sur la même période en 2018, 1400 fois, et cette année 1131 fois. Vous regardez sur Wikipédia la même une notice d'œuvre, puisque ce n'est pas un copier-coller, 4700 fois sur cette durée-là. L'intérêt d'alimenter sur Wikipédia, ça nous permet, nous, ce que vous voyez autour du petit cercle rouge, d'ajouter par exemple une photo en très très haute définition, en plusieurs milliards de pixels, parce qu'on a une cinquantaine d'œuvres qu'on a photographiées en plusieurs millions de pixels et qu'on a versées du coup en tant que lien sur Wikipédia, et ce qui permet de rentrer dans les moindres détails, bien entendu. Voilà, un éditaton, qu'est-ce que c'est ?
C'est un événement en fait qui va se dérouler au musée. Le musée est ouvert et fermé le mardi, chaque mardi de l'année, et cela permet d'ouvrir ce musée qui à ce moment-là est fermé à une équipe de Wikipédiens qui vont être pris en charge de 9h du matin à 19h et qui vont travailler sur des expositions. Voilà, la première collaboration qu'on a eue avec des Wikipédiens et des éditateurs, ça a commencé en 2014, on en a fait 4 depuis, et le prochain sera pour Tony Garnier à la fin de cette année. Voilà, donc quelques images pour vous montrer qu'on met en fait à disposition dans la bibliothèque documentation une quinzaine d'ordinateurs. Je vous passe rapidement sur la logistique, mais c'est quand même important. Il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent à mon encontre sur l'organisation. Donc la logistique, c'est une quinzaine de PC portables avec de la connexion Wi-Fi. C'est bien sûr un accueil convivial le matin, le midi et le soir. Et puis c'est un accueil simultané de passionnés d'histoire de l'art, d'historiens, de gens à la retraite. Il y a vraiment de tous les profils, de doctorants en sociologie, etc. Et puis une partie aussi de photographes qui vont venir photographier les œuvres qui sont visibles dans l'exposition. En règle générale, vous travaillez sur un jour ou 2 mardis. La moyenne, c'est une douzaine ou une quinzaine de Wikipédiens, à peu près 400 images, vous voyez, téléversées sur Wikicommons grâce à l'invitation des photographes qui viendront prendre des très hautes def des tableaux à disposition. Le musée met aussi en ligne un certain nombre d'œuvres, mais comme je le disais tout à l'heure, avec un dimensionnement beaucoup plus faible, de 1200 pixels ou 1500 pixels. Voilà. À peu près 80 amorces d'articles et de l'amélioration aussi de courants artistiques et de biographie. Si vous tapez, je n'ai pas la totalité de l'image, mais si vous tapez les enfants d'Édouard, je crois, un tableau qui se trouve au Louvre de La Roche, me semble-t-il, oui. Vous allez voir que vous n'arrivez peut-être pas à lire la définition, mais au Louvre, il est disponible en 700 par 600 pixels. Sur le musée des Beaux-Arts, lors de l'exposition, on met sur 1000 de large en général, pixels. Et quand vous faites un édidaton, il monte en très haute def à 4000 par 3000 pixels, vous voyez. Donc d'où l'intérêt aussi de travailler avec des Wikipédiens pour valoriser les collections en permettant l'accès de tous à des photos de bonne qualité. Deuxième éditaton, je ne vous ferai pas les 4, rassurez-vous. Deuxième, à peu près le même style, vous voyez, entre 10 et 15 Wikipédiens, à peu près 400 images téléversées sur Wikicommons par 4 photographes. Ce qui est intéressant, je vais vous montrer quelques statistiques parce que le retour d'évaluation est vraiment aussi important. Quand on fait des choses, vous le disiez tout à l'heure aux Archives nationales, nos tutelles ont besoin d'avoir des chiffres et donc c'est intéressant d'avoir ces évaluations. 120 photographies sont utilisées à ce jour sur différentes versions de Wikipédia et du Wiktionnaire. Voilà, 6 articles qui n'existaient pas sur Wikipédia ont été créés, des tableaux de Cornell qui, à leur venue, nous ont permis de faire un inventaire, un important travail d'amélioration et l'article sur Corneille de Lyon a labellisé. Même chose sur les images. Vous avez des images qui montent ici, même pas de façon extraordinaire, mais à 3000 pixels, et ce qui permet d'avoir une multitude d'images en très haute définition. Les photos des salles, on l'a vu tout à l'heure avec une précédente intervention, sont vraiment intéressantes, puisque nous, on les prend en photo pour le musée, mais pourquoi pas les verser également sur Wikicommons. Et là, plus particulièrement, le 18 décembre dernier et le 8 janvier, nous avons fait 2 éditatons sur notre dernière exposition, Claude, un empereur au destin singulier. Peut-être que tu reviendras dessus, puisque tu as participé activement, de même que Pierre, que je vois dans la salle. Voilà, et un article intéressant en termes de chiffres. Regardez, l'exposition a duré 3 mois, du 4 décembre, 1er décembre, je crois, 1er décembre au 4 mars. 3 mois d'exposition. L'article a commencé à être amélioré par Ursus, un wikimédien lyonnais. Le 7 mai 2018, il avait 58 mégas de signes. Et le 8 janvier, vous voyez, il monte à quasiment 4 fois plus. Et j'ai regardé hier, 4000 signes de plus. Donc ce qui n'est pas forcément énorme, mais ce qui sous-tend qu'il y a une vie avant, pendant et après les éditatons. Donc ça, c'est vraiment important.
Ursus a collaboré pour 42%. On le voit ici dans l'outil statistique aussi, assez simple d'accès sur l'article de Wikipédia. Et puis, Cédalion, qui est aussi un des Wikipédiens, à hauteur de 20%. Vous voyez déjà à 2 personnes le travail qui peut être abouti. Et depuis la création de l'article Claude, en 2003, il y a eu quasiment 2000 modifications. Voilà, et on est allé voir quelques chiffres hier avec Lucas. Voilà, ça c'est le retour sur un peu le bilan sur une seule journée de décembre, 32 articles créés, 65 modifiés, presque 400 modifications, 18 personnes qui ont travaillé, voilà, 100 000 octets à ajouter, et puis une visibilité aussi intéressante. Et puis là, si on compare, on a simplement 2 articles de plus, on a 2 éditeurs de moins, vous voyez, donc 2 contributeurs de moins, 16 par rapport à 18, donc ça c'est le 8 janvier par rapport au 18 décembre, et on a 98 articles contre 65. On a 900 modifications contre 300. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait probablement un petit peu plus... Non, il n'y avait même pas plus de monde en fait. En fait, c'est surtout qu'en décembre, on a eu un certain nombre de visiteurs extérieurs qui sont venus assister à l'éditaton, donc une partie des contributeurs était aussi... occupé à présenter le principe de l'éditaton, le fonctionnement à les former de ces aussi, journées, à les former. Oui. Et donc, on a été un tout petit peu moins productif. Après, je voulais dire un détail sur le chiffre des photos. Et tous les objets ont été photographiés de cette exposition, mais ils ont été versés après. Et donc, ils n'apparaissent pas dans ces chiffres-là. Mais je ferai un petit retour dessus. On a eu des invités intéressants, notamment je pense à l'équipe Numelio. On a eu l'équipe Numelio qui s'occupe de la numérisation de la bibliothèque municipale de la Pardieu. On a eu aussi la visite je ne sais plus si c'est le directeur, on a un conservateur directrice adjointe des archives départementales. On a aussi une visite des archives municipales musée Luc Dunham, et du musée Luc Dunham aussi qui sont venus voir. Et ça, je en reparlerai après, mais c'est très important pour nous aussi d'inviter ces gens-là lors de ces journées. À préciser que l'équipe Numelio a été formée 1 à 2 semaines au préalable avant l'éditaton pour être plus efficace. Ils étaient 5 et ils ont fait partie des contributeurs. Donc il y a des volontaires de Tout à fait, des Wikimédiens qui sont allés à la bibliothèque les former. Regardez le pic ici, il correspond à début janvier à 6000 visites parce que le jour de l'éditaton a été mis en ligne sur la une. C'est ça, pour l'occasion, comme l'article sur l'empereur Claude a été entièrement retravaillé pour l'éditaton, on a fait une demande pour qu'il soit mis en avant le jour de l'éditaton, donc le 8 décembre, sur la page d'accueil de Wikipédia, et ça, vous voyez, le pic est absolument considérable puisqu'on passe de 400 vues à 6000 sur la journée, quoi. Et c'est des choses qui peuvent être faites, c'est-à-dire que si un article est de bonne qualité et travaillé avant, il peut être demandé à être mis en avant sur Wikipédia. C'est démocratique, mais globalement, on essaie de faire en sorte que ça convienne un peu à tout le monde, surtout si on s'y prend un peu à l'avance. Il n'y a aucun problème pour changer des articles de date. Voilà. Donc on peut mettre en avant des productions pour des occasions particulières, mais il faut s'y prendre à l'avance. D'autres statistiques, on a regardé, mais je vais te les laisser commenter. Tout à fait, là je vais sur d'autres statistiques. On est sur la période sur l'article Claude, on revoit encore le pic de consultation, et en fait, si on regarde bien, il y a 3 périodes. Il y a la période avant les vacances d'été, les périodes de vacances d'été où personne ne regarde Wikipédia. C'est vraiment un creux, mais ça c'est partout, surtout Wikipédia. Et après les vacances d'été, l'article Claude est mis en ligne est extrêmement augmenté, et la moyenne est presque le double d'importance en termes de hauteur. Alors l'échelle est logarithmique, donc ça ressort un peu moins, mais on a gagné presque 200 vues en moyenne supplémentaires par jour. Et là, on est sur une période un peu plus longue où on voit très bien la 4e année, parce que les statistiques ne courent que sur 4 ans sur cet outil-là. Et le creux aussi des vacances. Hein, ça, on voit systématiquement le creux des vacances, et on voit très bien que la 4e année où l'article a été augmenté est bien plus élevé. On peut voir aussi de manière assez intéressante sur ce graphique-là, alors l'encart noir est pas bon, il correspond le jour d'après, au jour d'avant, je ne sais plus, mais ce qui correspond au pic de visibilité de l'article Claude correspond au pic de visibilité sur la petite courbe verte qui est l'article de l'exposition.
Claude, un empereur au destin singulier, qui est une exposition l'article a été fait durant les Dictatons, a été complété durant la deuxième journée, et aujourd'hui cet article est complet, c'est-à-dire que vous avez une photo de toutes les œuvres de l'exposition dans un immense tableau. Je ne sais pas si tu as pris une capture, non, c'est pas grave, il me semble que non. Hein. Ouais. Et du coup, vous pouvez les voir, Claude, un empereur au destin singulier, et on s'est aperçu que mettre en avant un article se répercute sur tous les articles qui sont référencés dans l'article en question. Et donc les gens vont visiter les autres liens, et ça fait pousser toute une thématique en fait. Et c'est pas seulement un article en question qui est mis en avant. Même si évidemment, c'est pas du 100% transformé sur les autres articles. La notion de catégorisation aussi, elle est vraiment importante sur Wikicommons. Voilà, On ça a déjà retrouve été les dit images. C'est ça aussi la ce valorisation matin, des images, c'est c'est ça. aussi qu'elles puissent être accessibles aussi. C'est que donc sur l'exposition, comme pour Mirabilis, on a fait des sous-catégories quand des œuvres avaient plusieurs images, un certain nombre, donc vous pouvez en retrouver une trentaine ici, plus une quantité, c'est plus de 170 images d'objets uniques ou de scénographie ou d'autres choses qui ont été mises là. Quelque chose de très intéressant, c'est que l'affiche de l'exposition a été mise par le musée en licence libre. Et du coup, elle sert à illustrer l'article de l'exposition. Et c'est peut-être la meilleure illustration pour une exposition que son affiche, à partir de laquelle les gens l'ont connue. Et donc, comme c'est un travail de graphiste, il n'est pas souvent en licence libre. Et là, il a été versé en licence libre, en tout cas sur une version de qualité moyenne, mais suffisante en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Une anecdote que tu m'expliquais aussi, c'est la rencontre avec un photographe qui vient d'arriver à Lyon, qui est franco-allemand, et qui vous a permis de faire des photos extraordinaires de groupes. J'en expliquerai un peu plus tard, mais un contributeur qui est arrivé cette année a finalisé les photos parce qu'on n'avait pas pu tout prendre, notamment les petites pièces dans les vitrines avec les reflets relous. Et donc là, vous savez de quoi je parle. Et donc on a fini par faire des visites après coup pour embêter les gens et, grâce aux autorisations évidemment du musée, finaliser en cachant les reflets et tout ça pour avoir toutes les petites pièces de monnaie romaine dans l'exposition. Là, j'ai retapé, mais c'est Glamorous, hein, c'est ça. Donc, oui. On a parlé tout à l'heure avec les archives municipales. Nombre de photos versées, 495. Là, c'est les photos versées sur la page du musée. Hein. Donc 487 utilisées dans la version française, dans la version anglaise de Wikipédia, 60, 309 fois utilisées 750 fois. Donc 62% d'utilisation. Ce qui est intéressant avec ces stats-là, c'est qu'avec le compte muséal, on a 62% de réusage des photos versées. Ce qui, avec mon compte perso, j'atteins un truc comme 10%. Hein, et pourtant, j'ai versé 3 fois plus de photos. Et ce qui montre en fait que souvent les photos muséales, c'est des bonnes photos de qualité. Et surtout, c'est des photos qui sont tout de suite réutilisables. Dans un article d'œuvre, sur un article d'un musée, d'un artiste, c'est très facilement réutilisable, alors que des photos plus personnelles, de visite, c'est souvent plus compliqué à être réutilisé. Et donc, c'est aussi l'occasion d'avoir un compte qui peut être dédié pour le versement d'images de la part du musée, identifié. C'est quelque chose d'assez intéressant. Regardez que le Pérugin est l'image la plus utilisée dans 26 projets, ouais. Essentiellement des projets étrangers d'ailleurs, des articles étrangers. Voilà, et puis je finirai mon intervention sur l'ouverture aussi du musée en termes pédagogiques sur les universités. On a travaillé avec l'Université catholique et aujourd'hui avec l'Université Lyon 3 sur le master patrimoine et musée. L'Université catholique, on ne va pas prendre le temps de tout lire. Le partenariat a commencé en 2013-2014 avec 22 ébauches qui ont été créées par des étudiants en première année de lettres modernes et histoire de l'art. Davantage sur des tableaux et des descriptions de l'iconographie. Et vous voyez, 19 ont été acceptés, pas la totalité, et c'était assez difficile, surtout par des étudiants de première année. Vous voyez, quand vous travaillez avec des Master 2 qui donc sont Bac plus 5 en Master Patrimoine et Musée, c'est beaucoup plus simple d'alimenter, d'améliorer, parce qu'ils ont déjà une certaine maturité. Ils ont un bagage un peu plus important. Ouais. Voilà, c'était plus difficile avec l'Université catholique. Néanmoins, on l'a fait pendant un certain nombre d'années.
pendant 5 ans, et on a réorienté à la demande des conservateurs du Musée des Beaux-Arts sur davantage des biographies, où là on est plus factuel, on peut aller consulter les dossiers d'œuvres à la documentation. Gérard les a beaucoup accueillis. Du coup, c'était vraiment un partenariat globalement positif et largement pédagogique, puisqu'ils avaient l'occasion de visiter la totalité du musée, de visiter aussi la documentation et ensuite d'écrire des notices d'œuvres tout au long de l'année. Avec le petit inconvénient entre le choix d'un artiste qu'ils faisaient en septembre et le moment où ils allaient publier en avril, il est possible qu'un Wikipédien ait déjà commencé à créer ce même article, c'est déjà arrivé. Donc l'amélioration est préférable à la création d'articles, ou sinon il vaut mieux créer, quitte à mettre simplement 2-3 lignes, une petite ébauche, parce que sinon on peut se faire un peu passer devant, comme on pourrait dire. Voilà, 2015, 2016, 18 ébauches, et c'est aussi l'opportunité de verser des images, et là c'est moi qui m'en occupe. Je demande au service image des photos de bonne qualité, mais elles sont de très bonne qualité, mais elles sont réduites, comme je vous le disais, en 1200 ou 1500 pixels, ce qui nous permet d'avoir là à peu près, avec ce projet de partenariat à l'Université catholique, 80 images. Voilà, là ça touche 70 étudiants par an. Et puis, du coup, on l'a développé cette année. Je passe sur l'année dernière sur l'Université catholique. Donc, j'aimerais rendre hommage à un Wikipédien qui est dans la salle aujourd'hui et qui se nomme Pierre Tribou et qui va nous laisser malheureusement parce qu'il a réussi le concours de conservateur et donc il part pendant 1 an. Il est parti déjà à l'Université de Strasbourg. Donc, comment est-ce qu'on va faire, Pierre, pour te remplacer ? Reviens. Non, c'était vraiment intéressant de prendre en charge ces étudiants qui sont donc en master 2 à l'Université Lyon 3, master patrimoine et musée, avec une option, soit une option muséographie, soit une option médiation et communication numérique. Voilà, et là, c'est vrai qu'en termes de... Comment ? Oui, ça y est, je te laisse la place. En termes de création d'articles, on a aussi fait à peu près une quarantaine d'améliorations et de création d'articles. Écoute, je vais bouger, allez. Donc moi je vais vous parler rapidement, puisqu'ils m'ont mangé mon temps, sur le groupe des Wikipédiens lyonnais. Et non, c'est pas parce que j'ai faim. Et donc le groupe de Wikipédiens lyonnais, en quelques chiffres, a été fondé en 2006. Aujourd'hui, c'est à peu près 35 personnes. C'est le 2e groupe local de France. Et il y a un noyau dur de 15-20 personnes qui se rencontrent très régulièrement, plusieurs fois par mois. Et notamment à mentionner, il y a un groupe de wiktionnaristes, donc des contributeurs au Wiktionnaire, qui n'est pas le sujet d'ici, mais qui a une vraie expertise sur le Wiktionnaire à Lyon. Donc des rencontres, on fait des ateliers partout, des formations au grand public et des formations des partenaires. Je vais vous présenter les partenaires juste après. Et depuis 2013, avec notre première rencontre avec le Musée des Beaux-Arts, on fait on fait des éditatons un peu partout. Dans plusieurs institutions. On a un avantage d'avoir plusieurs administrateurs de différents projets, ce qui nous facilite grandement la chose quand on fait des éditatons, puisqu'on peut toucher un peu plus facilement, supprimer, revenir la structure de Wikipédia avec des débutants et quand il s'agit de gérer un nombre assez important d'articles. Donc les partenariats du groupe lyonnais, donc depuis 2013, on a un partenariat informel avec le Musée des Beaux-Arts. On n'a jamais signé de convention, on n'en a pas eu besoin. Actuellement, on n'en voit pas besoin. Enfin, surtout, le musée n'en voit pas de besoin. Par contre, depuis 2015, on est avec le Musée des Hospices Civils de Lyon, dirigé par Sergueï Dolrik, Dorlik, c'est ça. Et donc, on a fait un éditaton au sein de la chapelle des Hospices Civils. On fait un certain nombre d'activités avec les musées, des formations continues. Donc, on forme les conservateurs, les documentalistes et les gens qui travaillent dans les musées. On fait des éditatons de thématiques. Le 5e, on en est au 5e au Musée des Beaux-Arts, qui va être fait cette fin d'année sur Tony Garnier, qui est rentré dans le domaine public cette année. On en a fait un au sein des HCL. On a accès à la documentation pour les contributeurs et contributrices, qui nous facilite grandement les choses quand on fait des articles à côté de manière un peu personnelle. Et puis, on aide à la valorisation des collections sur l'environnement wiki, en formant sur les outils et tout ça. On a aussi des contacts avec d'autres acteurs culturels qui sont venus après coup, grâce à notre premier contact au Musée des Beaux-Arts. Ça nous a été vraiment une porte d'entrée, c'est-à-dire que les autres musées nous ont fait confiance grâce au fait que le Musée des Beaux-Arts nous a fait confiance. C'était le cas pour les hospices civils, mais c'est aussi le cas pour les bibliothèques municipales. Les archives départementales du Rhône, où on est en train d'organiser notre 2e éditaton, et puis toute une liste de partenaires, je dirais
plus secondaires aujourd'hui, mais qui nous sont aussi, avec qui on fait énormément d'ateliers et de formations, l'ENSIB, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'UCLI, le CEDRA, l'Obsarm, qui sont des associations qui ont des documentations qui sont très intéressantes pour nous. Aujourd'hui, on a 5 partenariats en projet avec le musée théâtre Lugdunum, qui sont donc venus nous voir durant l'éditaton sur Claude. Et puis on avait un premier contact qui avait été établi avec le musée d'art africain de Lyon. Mais il reste encore 19 musées à Lyon qui on n'a aucun contact. On n'a aucune porte d'entrée. Alors après, on n'a pas forcément cherché à les contacter non plus, parce qu'on a déjà pas mal de choses à faire. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, à valoriser, parce que rien que pour les former, on aimerait pouvoir les former et les voir aussi contribuer avec nous. On a aussi 3 musées dont il y a eu une première rencontre d'organisation, le laboratoire GDR Calcul, qui est sous la direction de Thierry Dumont, de l'Université de Lyon 1, qui ont une énorme quantité d'informations sur le calcul mathématique. Les musées Gadagne et les archives municipales de Lyon, avec qui on va sûrement faire, une convention va sûrement être signée, puisqu'on va finir aussi cette année. Ils ont des archives de Tony Garnier, et donc on va avoir aussi un éditaton chez eux. Alors, comment les institutions contactent le groupe local? Et ça va être très intéressant pour vous. Il y a 3 voies privilégiées aujourd'hui. La première, c'est qu'un certain nombre de nos intervenants et partenaires, institutions partenaires sont venus nous voir pendant nos rencontres mensuelles. Alors tous les mois, on se rencontre dans un bar puis dans un restaurant, juste pour discuter. Voilà. Et en fait, tout le monde est invité, c'est ouvert à tous pour venir discuter. On a un grand nombre de Wikipédiens aussi qui sont venus nous voir ici pour la première fois. Donc c'est un repas, c'est détendu, c'est informel. Alors on n'a pas d'accès à d'outils de travail, on n'a pas d'ordinateur, donc on ne peut pas montrer à d'éventuels partenaires les différentes productions qu'on a fait et tout ça. Mais c'est comme ça que Stéphane est venu nous voir et que les HCL aussi sont venus nous voir. Sergueï était venu manger avec nous et du coup le lendemain on avait une réunion un peu plus formelle. Voilà, mais donc c'est une première approche pour voir le groupe local, son ambiance, tout ça. Ensuite, c'est la deuxième porte d'entrée, c'est participer à un de nos éditatons. C'est vraiment la porte d'entrée pour le musée Lugdunum, pour d'autres, les archives départementales aussi. Ils sont venus participer, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis la main à la pâte, voir ce qu'était une journée où tout le monde contribue sur une thématique donnée, comment on organise ça et surtout quels résultats ça donne. Et ils ont pu voir qu'on fait plusieurs dizaines d'articles en une journée, certains sont très poussés, et ça les convainc assez facilement. Il y a une émulation, vraiment, l'ambiance est studieuse, mais du coup c'est très, c'est très stimulant, c'est assez intéressant. Et puis l'avantage c'est qu'on a aussi des ordinateurs pour faire des démonstrations, c'est-à-dire qu'on peut dire, regarde, on a déjà fait ça ailleurs, et ainsi de suite. Donc là c'est quand même plus simple aussi pour montrer, je dirais pas les compétences du groupe, mais surtout ce qu'on peut faire avec les outils wiki. Voilà. Et puis ça c'est ce qui s'est passé avec les archives municipales. Ils nous ont directement, on va pas dire convoqué, mais organisé un rendez-vous dans l'institution. Donc là on convient d'un rendez-vous. C'est une atmosphère un peu plus formelle, puisqu'on souvent on discute directement de partenariat et tout ça. Ça dépend du temps que vous avez à nous offrir, souvent, les partenaires. Et ça dépend aussi de la disponibilité des Wikipédiens. Parce que pour les éditatons, ils sont organisés plusieurs mois à l'avance, on a les dates, donc on se libère assez facilement. Mais pour des rencontres plus formelles dans la semaine ou dans les 2 semaines, parce que tel conservateur va absolument nous voir pour avancer et tout ça, c'est un peu plus compliqué de trouver des Wikipédiens disponibles à des heures de travail. C'est vrai qu'après, c'est pour ça qu'on vient souvent nous voir aux rencontres le soir mensuel. Mais l'avantage c'est qu'on est dans l'institution, on peut visiter, donner des petits conseils, faire une sorte de pré-audit, je dirais, à vue de nez, en disant ça va être compliqué, ça va être facile à valoriser, tout ça. Mais il y a des difficultés. 3 grandes difficultés majeures actuellement, 3 partenariats qui sont tombés à l'eau ou qui sont en pause. Le musée d'art africain il a fermé. Donc on peut difficilement faire quelque chose avec lui. Et en fait, on n'a aucune idée de l'état des collections du musée africain. C'est-à-dire que nous, Wikipédia, on avait été contactés par lui pour valoriser le contenu. On était ravis de le faire parce que c'est des choses auxquelles on a peu accès. Et en fait, de manière générale, l'Afrique est mal valorisée sur Wikipédia et sur Internet.
Et en fait, le musée a fermé avant qu'on puisse donner suite et avancer là-dessus. Bon, ils étaient déjà en galère à l'époque où ils nous ont contactés, donc voilà, mais c'est vraiment dommage. Et si on peut les aider, alors le musée des HCL, des Hospices Civils de Lyon, est en caisse. C'est un musée en caisse qu'on valorise. Donc on valorise, ils sortent les objets des caisses, ils les prennent en photo, ils les remettent en caisse, et après on travaille sur les photos de ces objets-là. Donc c'est tout à fait possible avec un musée qui n'est pas ouvert au public de le valoriser sur Wikipédia. Mais actuellement on n'a plus de contact avec le musée africain puisque l'équipe a été presque entièrement dissoute, j'imagine. Donc voilà. Les musées Gadagne actuellement ils sont en pleine restructuration, on est allé les voir, on était venu à 6 parce qu'on était super intéressé par le musée Gadagne et on a la muséologie est en train d'évoluer, les interlocuteurs sont très peu disponibles, donc on n'a personne comme porteur de projet au sein du musée Gadagne. Et donc pour nous, on veut dire oui, mais on ne va pas faire 100 musées comme ça. Et donc il faut que le musée aussi puisse nous guider ou nous permettre d'aller un peu dans l'organisation de journées ou de ce genre de choses. Actuellement, ils ne peuvent pas, que ce soit en termes de temps ou en termes de disponibilité. Et donc, plus la restructuration, voilà, c'est en pause, on va dire. On ne peut pas dire que c'est fermé, parce que le musée Gadagne, je ne pense pas qu'il fermera avant quelques temps. Et puis le laboratoire du GDR Calcul, c'est un autre problème, c'est qu'ils sont 1500 dans le laboratoire qui est international, et que le directeur, Thierry Dumont, veut faire quelque chose, mais il y a 1500 personnes à bouger, donc l'inertie est assez lente, même très lente, puisque c'est international, il voudrait faire ça sur des wikis de plein de langues différentes. Donc l'organisation est beaucoup plus longue. Je ne sais pas si ça donnera lieu à quelque chose, j'espère sincèrement, mais voilà. Donc ça c'est un autre truc, peut-être qu'on a visé un peu gros, on verra. Donc ma conclusion pour faire des choses avec les groupes locaux wikipédiens, il faut des personnes moteurs au sein des institutions pour mener à bien les activités, mais pas forcément les initier. Ça peut être des initiations, des choses qui partent des Wikipédiens en fonction des intérêts de chacun. Je suis passionné d'animaux, je vais voir un zoo pour valoriser des photos d'animaux, tout ça, ça peut être fait. Mais il faut, pour que ça continue et que la dynamique ne meure pas, quelqu'un qui soit porteur du projet et qui soit en charge de contact avec les Wikipédiens de manière à peu près régulière, je ne dis pas tous les mois ou toutes les semaines, mais de manière régulière sur l'année, pour faire relais de cette dynamique et faire en sorte que ça donne des résultats en fait. Voilà, et je vais laisser Gérard conclure. Alors, de votre conclusion, en fait, c'est des idées qui ont déjà été développées par Johanna Daniel. L'expérience lyonnaise montre que des établissements culturels peuvent s'investir fortement dans l'enrichissement et l'amélioration de l'encyclopédie en ligne sans attendre la formalisation d'un partenariat entre la collectivité territoriale et Wikimedia France. À Lyon, les éditatons ont suscité des participations conjointes entre établissements culturels sur la base de la complémentarité de leurs fonds. La collaboration avec un groupe de contributeurs locaux facilite grandement l'appropriation des outils et des principes de Wikipédia par le personnel des établissements culturels. Elle conduit aussi à une reterritorialisation de l'encyclopédie fondée sur des expertises au plus proche du patrimoine matériel et immatériel local. Pour les établissements culturels, et notamment pour les musées, il y a intérêt à intégrer ces actions dans les missions de diffusion de la connaissance, ainsi qu'on a appris à le faire relativement aux réseaux sociaux. L'intégration passe notamment par une programmation en amont des éditatons. On sait que la préparation d'une exposition, quel que soit son niveau scientifique, mobilise d'importants moyens intellectuels et matériels. Les catalogues imprimés ont permis jusqu'ici de garder trace du travail accompli et de diffuser au-delà du public des visiteurs. Aujourd'hui, l'éditaton peut assumer sa part dans la transmission de l'événement culturel et scientifique que constitue l'exposition. Nous vous remercions. Est-ce qu'il y a des petites questions dans la salle? Oui. Bonjour, alors moi je vais vous poser une question qui va vous paraître sans doute très provocatrice. Je trouve que le principe des éditatons est assez intéressant. Néanmoins, moi personnellement, en tant que double master d'histoire et lauréate de concours qui cherche maintenant un poste depuis 3 ans,
je trouve que c'est quand même quelque part un peu, sans vous agresser bien sûr, puisqu'on a aussi besoin des bénévoles, un peu prendre le travail justement de gens qui seraient spécialistes, soit d'un sujet de recherche, dans le cas des chercheurs ou des historiens, ou des géographes, tout ce que vous voudrez, ou bien de prendre un peu aussi le travail des assistants de conservation et de gens qui aujourd'hui perdent leur concours, n'ont pas de poste et finalement n'avaient de travail que, comme vous l'avez montré, quand ils étaient à l'université pour rédiger des articles. Donc est-ce que ce n'est pas quelque part un peu de l'exploitation? Excusez-moi, mais voilà. Je peux comprendre votre position tout à fait. Pour les dictatons en question, je ne parle pas de la formation, parce que la formation est faite dans le cadre de la formation, des études. Pour les dictatons, nous ne faisons pas de recherche. Nous ne faisons pas de l'intégralité des travails bénévoles. Vous n'allez pas, avec votre poste, rédiger des articles Wikipédia. De manière générale, c'est très mal vu d'écrire des articles en étant payé pour des choses. Et vous allez avoir du mal à trouver un travail dans ce cadre-là, je tiens à vous dire. Alors, je vais rejoindre ma collègue. J'ai travaillé 10 ans au Royaume-Uni. Oui. Et j'ai passé pas mal de temps justement à faire un travail d'expertise, d'inventaire, pour la mise en ligne de certaines collections. Et au Royaume-Uni, où évidemment les catalogues de collections des musées sont beaucoup plus avancés qu'ici, parce que ça fait très longtemps qu'ils y travaillent, et il y a beaucoup plus d'informations que sur les portails des musées français. Les gens sont payés pour faire ce travail. Alors, vous avez dit justement, c'est pas de l'expertise, mais alors, est-ce qu'on fait du marketing ou est-ce qu'on parle de connaissances? Ou est-ce qu'on essaye de trouver un moyen d'allier les deux? Enfin, c'est un petit peu pour moi le débat aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a l'aspect marketing, avoir du public, partager l'information, mais aussi la validité de cette information et l'expertise qui est en compte. Et l'expertise gratuite, ça mène effectivement à une situation que vient de souligner ma collègue. Alors, l'expertise, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire, le groupe local n'a pas particulièrement d'expertise. On remet en question, parce que nous avons des gens qui sont experts, mais ils sont experts, je dirais, ultra spécialisés. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont experts sur un sujet qui est très précis, qui est l'article sur lequel ils vont travailler, qui vont le travailler à fond, mais qui n'est pas un travail d'expert plus général, qui lui a une base plus large du domaine en question et qui sera capable d'avoir une expertise élevée sur pas mal de domaines, alors qu'un Wikipédien a un profil qui est très spécialisé, vraiment très spécialisé. Je suis capable de vous parler sur les 2-3 articles que j'ai faits, en long, en large, à travers d'une statue, mais d'une seule. Je ne suis pas capable de vous parler d'autre chose. Et le profil des Wikipédiens, c'est ça. Et c'est pas un profil d'expert. Donc on ne fait pas d'expertise. Les musées nous invitent à valoriser le contenu des connaissances qu'ils ont à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, et que nous, ça nous intéresse de le faire. Voilà. Oui, moi, j'aimerais bien rebondir sur votre intervention. Je ne me sens pas du tout agressé, mais effectivement, c'est une question qui est assez complexe. Je l'ai zappé dès le début, mais en général, les conférences, on les pose souvent comme ça. Quel est le frein à aller sur Wikipédia ou à ne pas y aller? Moi, la première question que j'ai posée en réunion de coordination, en réunion de direction, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'ouvrir à Wikipédia? Et les conservateurs m'ont répondu clairement, on n'est pas payé par Wikipédia, on est payé par la ville de Lyon. Donc ça veut dire qu'à partir de ce postulat, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne vais pas demander un budget à ma direction pour payer des gens pour intégrer sur Wikipédia, c'est évident. Donc, vous me dites qu'on enlève le travail des chargés de collection. On n'a même pas de budget donné par la ville de Lyon et par les dotations de l'État pour avoir des chargés de collection. Or, chaque année, il y a des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers d'étudiants qui sortent des écoles et dans tous les domaines de compétences et qui ensuite doivent trouver un travail. Nous, on n'a pas le budget. L'année dernière, on a perdu 100 000 euros, les subsistances 400 000, le MAC 100 000, nous 150 000. Donc, on se bat, nous aussi, pour avoir les postes et les compétences en interne. Les conservateurs sont débordés, on est tous de toute façon en surdose de travail. Moi, la plupart de mes collègues WebMess me disent « Mais pourquoi tu vas sur Wikipédia? Pourquoi tu fais ce travail ?» Moi, ma définition de fonction, c'est la mise en ligne des informations sur site Internet. Je pourrais être payé 8 heures par jour à faire de la mise en ligne sur Internet. On ne m'a pas payé pour aller sur Twitter, on ne paye pas à la limite pour aller sur les réseaux sociaux, y compris sur Google Art and Culture ou sur Wikipédia. Nous, on pense, moi, ma mission principale, c'est le respect de la loi 2002, la mise en valeur des collections, la diffusion et l'accès de tous à la culture, et ça passe aussi par Wikipédia.
D'ailleurs, on peut dire que cette valorisation du patrimoine à travers Wikipédia sert le secteur culturel, justement. Au contraire, ce n'est pas du tout quelque chose qui vient en concurrence. C'est pas notre faute, on leur a pas enlevé. On leur a pas enlevé. Excusez-moi, je ne veux pas clore le débat. Bien au contraire, il y a un programme, ce serait bien s'y tenir. En revanche, les deux interventions sont tout à fait pertinentes et ça peut faire l'objet de la problématique de gouvernance du côté des institutions culturelles et du côté de démarches comme celle de Wikipédia. On ne peut pas s'asseoir sur la question posée, mais ça sera peut-être pour une autre fois, de l'aborder véritablement. Oui, c'est vrai que c'est, je pense, une question cher Xavier, qui sera posée aux Archives nationales en mai, parce que c'est une question qu'on entend à chaque fois qu'on organise un événement autour de ça. Et la question du digital labor, donc du travail, du micro-travail bénévole des Wikimédiens, est aussi posée au sein de la communauté. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Et après, on passe à la suite. Loin de moi d'arrêter ce débat, mais j'ai une question concernant la structuration de la communauté wikipédienne. Je vois que vous êtes très structuré à Lyon et je suis assez impressionnée de voir que vous avez des rencontres mensuelles, etc. Moi, je me pose la question, comment vous faites pour justement prendre contact avec d'autres wikimédiens sur des territoires où justement il n'y a pas encore de structuration qui a été faite? Parce que c'est pour le coup le cas de ce qu'on essaie de faire au Havre et on a des difficultés parfois à communiquer l'information d'un regroupement par rapport à une structuration locale. Et du coup, nous, on est intéressés pour savoir comment vous avez fait pour vous... Évidemment, Lyon est d'une autre taille, mais j'aimerais bien avoir des retours. En effet. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect est simplement historique. Comme la cabale est très vieille, elle existe sur les projets depuis longtemps. Donc, elle est facilement trouvable par rapport à des groupes locaux plus récents. Et donc les gens nous découvrent, je dirais que la moitié des membres ont découvert la cabale parce qu'ils cherchaient juste à rencontrer des gens, ils ont vu qu'il y en avait à Lyon et ils étaient à Lyon, et comme Lyon c'est 400 000 habitants et plus 1 million en termes de... La cabale c'est le nom du groupe local, on s'appelle la cabale de la Connelle à Lyon. Et à Grenoble, c'est la cabale à la noix, mais c'est des noms rigolos. Parce que, voilà. Et donc, je vais parler de la cabale ou du groupe local, c'est exactement la même chose. Et là, en fait, on a recruté pas mal en faisant des ateliers au sein de bibliothèques et des éditatons, parce que c'est là où les gens voient ce que c'est la contribution et si ça les branche ou pas. Et donc, c'est pas du jour au lendemain que vous allez faire des contributeurs, c'est en formant des gens, et en formant 100 personnes, vous allez en avoir 1, 2, 6, 10 en fonction des sujets. Typiquement, on a fait un éditaton cette année avec l'Institut Goethe sur les marionnettes, et en fait, on a recruté 3 personnes sur les 4 qui étaient présentes et qui sont maintenant des gens à peu près réguliers sur le groupe local, alors qu'on fait des ateliers à la bibliothèque Pardieu depuis maintenant 2 ans, et on a recruté 1 personne sur la bonne centaine qui est venue nous voir. Donc en fonction des lieux, en fonction des profils des personnes, c'est très variable et ça ne peut pas se prévoir. Par contre, il faut être présent. Il faut être présent, il faut avoir au moins une rencontre régulière et si possible des ateliers pour former des gens, transmettre ce savoir, et ces gens viendront vous voir après coup. Il y a une autre possibilité aussi pour finir sur cette question. Une autre possibilité, c'est concrètement, moi c'est ce que j'ai fait en 2010-2011, vous allez dans l'article qui parle de votre institution ou d'un tableau ou d'une œuvre ou d'une sculpture, vous allez dans l'historique et vous regardez qui a contribué et vous contactez chaque personne ou une dizaine de personnes. Et c'est comme ça que moi ça a commencé. J'en ai rencontré 1, 2, 3 et puis c'est peut-être la 5e qui faisait partie du groupe. Voilà. Puisque c'est vrai qu'il y a 17 000 contributeurs bénévoles en France et que nous on en contacte une vingtaine ou une trentaine à Lyon. Voilà. Il y en a qui contribuent pour le musée mais qui ne viennent pas aux éditatons. Oui, excusez-moi, je voulais juste compléter ce que disait Lucas sur, je suis par ici derrière, au fond de la salle. Sur l'organisation en fait des contributions au sein de l'association Wikipédia de France, mais ailleurs, puisque comme il vient d'être dit, c'est même maintenant plus de 19 000 contributeurs actifs, c'est-à-dire qui ont fait au moins une contribution dans le mois en cours. L'exemple du groupe local de Lyon est un excellent exemple d'autonomie. En fait, ce sont des passionnés qui sont capables de travailler directement avec les institutions culturelles, donc l'organisation et d'autres activités de fond est très fluide.
Et ça permet effectivement de maintenir un flux de contributions sur les projets Wikimedia extrêmement intéressant. Au-delà de ça, effectivement, il y a peut-être une dizaine de groupes locaux organisés en France, mais toutes les régions ne sont pas forcément couvertes de la même manière. Et évidemment, il y a des institutions culturelles qui vont peut-être se sentir un petit peu plus isolées que d'autres. Et c'est pour ça que nous, au-delà du fait qu'on essaie de soutenir l'activité bénévole et qu'on essaie de mettre en lien justement les institutions avec les bénévoles, on essaie de pousser toutes les institutions culturelles à se former directement au projet Wikimedia pour pas qu'elles dépendent forcément justement de cette disponibilité bénévole, pour que les pratiques Wikimedia puissent de plus en plus s'inscrire dans les pratiques métiers, que la contribution Wikimedia c'est juste un outil complémentaire, supplémentaire à la documentation en général. C'est pas un remplacement, c'est une opportunité en plus justement de diffuser sur le numérique, et c'est quelque chose qui peut être inscrit petit à petit justement dans le cœur des missions, notamment de la documentation. Donc l'idée elle est aussi professionnelle, pas que bénévole.